Bonjour tout le monde, je me présente Amélie Boivin-Enfield. Je suis animatrice d'une émission littéraire à la radio qui est diffusée dans 30 stations de radio à travers le Canada, dont CKG ici à Jonquière. Et j'ai le grand bonheur cet après-midi d'être en compagnie de la récipiendaire du prix du roman du Salon qui lui a été remis jeudi soir. Alors, c'est La vie pour vrai de Madame Nicole Houle. Bonjour, Madame Houle, vous allez bien? Je vais très bien, oui. Très, très contente d'être avec vous aujourd'hui. Et dans chacun de vos romans, vous parlez toujours des gens qui sont marginaux, des laissés pour compte. Et dans ce cas-ci, on parle de la déficience. Ça a été inspiré de votre fille Janice, qui est Oui. handicapée. Oui, qui est déficiente légère. Et aussi des groupes de déficients qu'elle a côtoyés, là. Elle a Et quel âge, votre fille? Elle a maintenant 42 ans. OK. Et je voulais traduire cet univers-là, là. Je voulais aussi traduire le langage d'une déficiente légère en particulier, là, ma fille Janice, qui a inspiré le personnage. Et elle a un langage animiste. Donc, elle donne une voix au mur, elle donne une voix au tricot qu'elle fait, elle donne... C'est très poétique. oui, ça... C'est... enfin, en fait, les chats sont ses confidences et oui, elle fait parler un peu tous les objets. Le personnage principal s'appelle Céleste, elle a 38 ans. Et elle va dans un centre à tous les jours. Oui. Et le soir, elle est hébergée dans un centre d'accueil parce que sa maman est décédée il y a à peine 2 mois. Oui, mais elle est si j'avais eu à raconter l'histoire, elle est dans une famille d'accueil dans un foyer d'accueil depuis plus longtemps. Mais sa mère, elle la voyait régulièrement. Mais sa mère est décédée depuis 2 mois, oui. Et il y a sa peine qu'elle essaie de refouler, là, puis... et qui, à des moments donnés, éclate, là, son chagrin éclate. Et elle dit qu'elle va pleuvoir. Hein. Oui. Oui. J'ai trouvé ça magnifique, cette phrase-là, lorsqu'elle s'enferme Oui. dans les toilettes et qu'elle dit qu'elle va pleuvoir. Oui. Pour elle, c'est de la pluie, là. Quand elle a du chagrin, là, elle s'imagine que, comme le ciel, elle pleut. Et elle va aussi tomber amoureuse à 2 reprises dans l'ouvrage. Dans un premier temps avec Normand. Oui, avec Normand, avec qui elle rêve d'avoir un frigidaire, un lit king size et des chats. Mais elle veut pas d'enfants, c'est trop compliqué. Ah non, elle veut pas d'enfants. Non, elle trouve ça trop dérangeant, les enfants. Oui. Et elle va elle va avoir un gros chagrin d'amour parce que les parents de Normand disent non, c'est pas possible, tu te marieras pas. Et elle tombe ensuite amoureuse de Victor, oui, qu'elle appelle le ministre parce qu'il rêve d'être un premier ministre. Et on lui dit que le premier ministre est corrompu, mais il rêve d'être corrompu aussi. Et c'est très beau, leur histoire d'amour. Oui, c'est vraiment... moi, j'ai aimé me laisser mener par ces personnages-là, par ces 2 amoureux-là, mais par tous les personnages comme Henriette, comme Rita, qui est trisomique, là, et qui tombe amoureuse à son tour de Normand, là. Et moi, j'étais triste de savoir qu'ils ne pouvaient pas vivre leur amour comme ils le voulaient. Oui, en raison du fait qu'ils sont dans un centre d'accueil et qu'ils vivent chacun de leur côté, qu'ils ne pourront jamais vivre ensemble. Oui. Et quand ils sont dans un foyer d'accueil, mais c'est sûr que là, on ne reçoit pas les amoureux des jeunes femmes ou de femmes plus âgées, là. Oui. Céleste dit souvent qu'elle est tannée d'être spéciale. Oui, puis elle est tannée d'être supervisée. Oui, aussi. Oui. Elle dit, elle a une expression qui revient assez souvent, c'est celle de sa mère. Elle reprend des expressions de sa mère. Et quand elle est en colère, elle dit « j'ai mon voyage ». Puis quand elle est encore plus en colère,
Elle dit, là, j'ai mon voyage, quelque chose de rare. Et il y a une de mes amies qui est écrivaine, Rachel Leclerc. Je ne sais pas si vous connaissez Non, je la connais Rachel pas. Leclerc, une très bonne écrivaine québécoise. Et Rachel me disait, Nicole, tu as le don de rendre poétique des expressions populaires, là, comme j'ai mon voyage. Oui. Et dans l'ouvrage aussi, Céleste est un peu jalouse des enfants de sa sœur. Oui, elle est un peu jalouse parce que elle aimerait que sa sœur soit sa mère, hein, puis remplace sa mère. Et en même temps, ben, elle est, elle a un sentiment de malaise quand son neveu, qui a 8 ans, je pense, et que j'ai nommé Alexis, quand il lui dit est-ce que, parce qu'elle va dans un foyer d'accueil, il dit mais est-ce que tu es une grande personne? Est-ce que tu es dans la vie pour vrai? Parce que tu es dans un foyer d'accueil. Et là, elle est toute mélangée, puis elle se demande, mais est-ce que moi est-ce que je suis dans la vie pour vrai? Il y a une partie du roman qui traite de ses rapports avec la réalité, là. Puis elle se met à inventer des petites histoires un peu pour imiter sa mère. Puis Sa mère aussi, qui était auteur. sa mère qui était auteure. Et autant dire que je me suis tuée au début du roman parce que je m'inspirais de ma fille. Et je me suis dit, non, je ne crée pas de personnage maternel. Mais le problème est survenu qu'elle avait tellement de peine qu'elle imaginait voir sa mère dans, pers- comme un fantôme. Là. Elle a l'impression de voir sa mère de temps en temps, qui cligne de l'œil dans un tableau, là. Et disons qu'elle fabule un peu sur le fantôme de sa mère. Est-ce que ça a été difficile, justement, d'écrire un roman qui est si près de vous, comme celui-là? Et il est prêt parce que c'est l'univers des déficients. Je le connaissais pour m'être rendu plusieurs fois dans des ateliers où Janice travaille. Mais par contre, c'est tout le roman, c'est inventé. C'est C'est de la fiction. c'est de la fiction. C'est vraiment de la fiction. Sauf quelques phrases, des fois, qui sont sorties des lèvres de ma fille. Et à la fin, je dis merci à ma fille Janice et je la remercie pour tout. Et quand je dis pour tout, c'est pour quelques phrases qui sont échappées de ses lèvres et que j'ai reprises. Mais il n'y en a pas beaucoup, là, 4-5. Là. Comment elle aurait réagi, justement, Janice, de voir qu'il y a un ouvrage qui parlait de déficience? Mais Janice, elle ne l'a pas encore lu. Ah non? Ma fille Janice lit beaucoup. Un peu comme le personnage de Un Céleste? peu comme le personnage de Céleste. Et c'est une déficiente atypique. Parce que... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? ça veut dire que elle est différente parmi les différents. Elle ne correspond pas tout à fait À l'image qu'on se fait à des l'image déficients qu'on se fait légers? des déficients légers. Parce que elle lit des briques de 400 pages. Elle lit de façon régulière. Et son rêve, quand elle a changé de foyer d'accueil, c'était d'avoir une bibliothèque. Ah oui? Oui, oui. Elle tient beaucoup à la lecture. Puis, chez moi, elle vient une fin de semaine sur 2. Et il y a 2 rayons de la bibliothèque, de ma bibliothèque, qui lui appartiennent à elle, là. Oui. Est-ce qu'elle écrit comme Céleste, votre fille? Elle écrit des petits textes.
Mais là, elle en écrivait un temps, puis maintenant, elle n'en écrit plus. Mais je vais vous dire, la poésie, je pense que ça fait partie d'elle. J'ai écrit un autre livre où je m'inspirais de marginaux comme elle, la chanson de Violetta. Et j'avais repris en exergue au début un vers de Gaston Miron, mais j'avais repris aussi deux vers de ma fille Janice. Et c'était Fragile est ma famille et le cœur éternel. Wow! Elle est déficiente légère, mais je sais pas, c'est comme si la poésie A une place très a importante une dans place sa très vie. importante à l'intérieur d'elle. Mhm. Oui, dans sa vie, puis à l'intérieur d'elle. Oui. Et dans l'ouvrage, il y a une grande, grande place à l'amitié, qui est très, très importante entre justement les gens qui vont au centre ensemble à tous Oui. les jours. Oui, oui, ils sont solidaires, comme elle apprend, quand elle apprend le mot, là, elle se dit, parce qu'on lui conseille d'être solidaire avec ses amis. Mhm. Puis là, tout à coup, elle lit la définition du dictionnaire, parce que quand elle ne sait pas, elle consulte son dictionnaire, et tout à coup, à un moment donné, ils sont très heureux, puis ils s'amusent. Puis elle se dit, mais le coup de la solidarité, ça fait longtemps qu'on se le fait. Mhm. Oui. Et l'amitié, autant que leurs besoins d'amour, leurs demandes d'amour, donc ça se traduit par des amourettes, mais aussi par la recherche d'amitié entre eux, par la connivence aussi entre Rita et Céleste, mais aussi avec Henriette, qu'on considère comme la plus forte en mathématiques, parce qu'elle, elle sait compter jusqu'à 100, au moins jusqu'à 100. Tandis que Céleste, elle sait compter jusqu'à 60 points. Et donc, il y a des connivences entre Victor et Normand, mais il y a aussi des rivalités. Ben oui, bien sûr. Il y a le premier combat des artistes naïfs, parce qu'ils font de la peinture naïve. Il y a le combat des premiers artistes naïfs, quand Normand et Victor en viennent aux mains à un moment donné, là. Mhm. Et il y a, à un moment donné, un deuxième combat chez les artistes naïfs, quand Rita et Henriette en viennent aux mains, mais je me souviens, je pense que c'est une histoire c'est quand... je pense que c'est Rita qui trouve Dieu extraordinaire. Et non, c'est Henriette qui trouve Dieu extraordinaire. Et là, Rita est en colère. Elle dit non, Dieu, il a volé ma mère. Je me rappelle de cette phrase-là. Et là, l'une arrache les cheveux de l'autre. Et là, c'est deuxième combat chez les artistes naïfs. Donc, il y a l'amour, il y a la connivence, mais il y a aussi la colère à des moments donnés, quand ils sont particulièrement chagrinés. C'est un bel ouvrage, justement, qui nous pose à nous poser des questions, justement, sur les gens qui sont marginaux, sur les gens différents. Et je trouve que c'est un regard hyper positif sur la déficience. Ça nous ouvre un peu le regard sur ça. C'est rare qu'on traite de ça dans un ouvrage. Et je vous remercie, Madame Hull. Je trouve que vous le méritez vraiment, votre prix du meilleur roman. Je veux vous dire, j'ai fait lire mon roman, bien sûr, par mon éditrice. Oui? Et je l'ai fait lire aussi par Geneviève Guilbeault, qui est une intervenante qui a travaillé longtemps avec Janice, pour savoir si c'était crédible et si ça traduisait bien l'univers des déficients légers. Et Geneviève le lu au complet. On en a discuté, j'y ai posé des questions. Et elle m'a dit que ça traduisait bien l'univers des déficients légers, sauf qu'elle disait qu'en général, ils se battaient pas souvent.
On va devoir s'arrêter, Madame Aude. Oui. Mais je vous invite à aller voir Madame Aude à son kiosque pour La Vie pour vrai. Merci à vous. Merci. c'est Bon moi, salon. c'est moi. Bonjour, Monsieur Monette. Très, très contente de vous avoir avec moi sur scène. Et on se rencontre aujourd'hui pour parler de votre autobiographie Ensemble pour toujours. Je l'ai commise. Et dans cet ouvrage-là, moi, je vous connais en tant qu'auteur, Oui. mais je ne vous connaissais pas en tant qu'homme qui a travaillé dans le domaine de la bijouterie pendant des Oui, années. oui. Vous avez fait une panoplie de métiers et je dois Absolument. dire que vous n'avez pas une vie banale. Non, non, non. Vraiment pas. J'ai une vie assez bien remplie. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses dans votre Oui. vie. Bien, 560 pages, hein? Oui, quand à même. lire, 24 pages de photos. Donc, je me suis livré à nu, comme on peut dire. Alors là, ils ne pourront pas dire qu'ils ne connaissent pas l'auteur. L'homme derrière l'auteur, il est là. Je me présente au complet. On passe par une panoplie de gamme Ah d'émotions. Là. Des fois, moi, j'étais frustrée de voir qu'est-ce qui vous arrivait dans votre vie. Puis en Oui. même temps, à la fin, je pleurais aux larmes en lisant la fin, comment se termine votre autobiographie. Oui, surtout avec le départ de ma femme. Oui, ça, a c'est été, ça. ça a été vraiment triste. J'ai perdu ma femme en 2011 de la terrible maladie d'Alzheimer. Terrible, je pense que c'est le bon mot. Dont je parle en dernier au jour le jour, comme ça s'est produit. Ça a été un grand chagrin, c'est une grosse rupture pour moi. Et puis, bien, que voulez-vous? Ça fait partie de ma vie. Et la biographie s'arrête là. Micheline n'étant plus, bien, ce qui suit après, bien, c'est moi. Mais le meilleur de ma vie est derrière moi et dans mon autobiographie. Parlons-en de la rencontre avec Micheline. Oui. Quelle drôle d'histoire! Votre ami Gilles voulait vous présenter sa plus jeune sœur. Il voulait Et me présenter, finalement, oui. vous vouliez la plus grande sœur. Bien, j'ai pas voulu avoir Gisèle parce qu'elle était plus grande que moi à l'époque. Alors, j'ai demandé, c'est qui l'autre qui vient de passer, la belle petite brune? Mais elle dit, c'est Micheline, mais tu peux pas sortir avec elle. Elle a 16 ans, puis tu en as juste 15. Alors, je dis, ah non? Puis pourtant, elle était plus de ma grandeur. Et j'ai insisté, puis j'ai fréquenté Micheline. Et vous étiez déjà en couple avec Louison. Oui, oui, en plus, oui. Ah oui? Quel outrage. Oui, hein? Quel outrage. J'ai fait à Louison. Wow, ça a été terrible. Ça m'a pris 25 sous dans les mains de mon petit frère pour aller porter le billet. Oui. Non, j'ai commencé ça d'une façon avec beaucoup d'humour et d'anecdotes parce que je voulais que les gens embarquent tout de suite dans le... Alors, ça commence déjà avec Gilles qui veut me présenter sa sœur. Oui. Et on découvre aussi votre famille. Oui. Dans votre famille où il y a beaucoup de tensions, tandis que dans la famille de Micheline, Oui. tout se passe bien. Oui, ah oui, dans ma famille, c'est une famille un petit peu plus dysfonctionnelle, plus jeune. Et puis, c'est pour ça que je me suis marié à 20 ans. J'ai eu 2 enfants. Après ça, le cheminement s'est fait. Et puis, on a eu des hauts et des bas, comme vous avez pu Oui. lire. Des années difficiles côté monétaire. Quand on se marie à 20 ans, c'est pas facile. Hein? Mais ça se lit. Il y a une dame qui me dit, j'ai lu ça Comme en un une roman. nuit, comme un roman. Et j'ai dit, vous avez lu ça dans une seule nuit, 500? Elle dit, oui, j'arrête plus. Mais j'ai dit, mon Dieu, merci. C'est touchant qu'elle nous lise dans une nuit. Moi, je l'ai écrit 560 pages pour qu'il vous dure 1 mois, au moins. Mais je suis content du résultat. Je suis content de l'avoir fait parce que j'ai longuement hésité. Ça faisait 5 ans qu'on me demandait d'écrire ma Ah oui? biographie. Je n'étais pas prêt. Je disais, non, je ne veux pas faire... Ils veulent des romans. Puis non, ils veulent votre biographie. On reçoit des lettres. Et puis là, je me suis dit, à un certain moment, je pense que j'ai maintenant l'âge pour ça. De le faire, de commettre une biographie, de me livrer à nu. À l'âge que je suis rendu, je peux le faire. Parce que j'ai beaucoup plus d'années derrière que devant. Alors, je l'ai fait et je ne le regrette pas de l'avoir fait. Ça a été beaucoup de travail parce que j'ai passé 5 fois à travers la longue maladie de mon épouse. Ce qui n'est pas facile, l'avoir vécu, ça va, mais la relire. Et la relire, c'est un couteau dans la plaie à chaque fois. Hein? Ça faisait mal et puis j'avais la même tristesse et puis, et voilà, il y en a toujours un des deux qui parle le premier. Hein? Et puis, c'est la fin. Là. Je vous parle de la fin très émouvante, mais il y a quand même les années de Hollywood. Je parle de ma vie à Hollywood comme journaliste et tout ce que j'ai fait. C'est une belle histoire d'amour. Oui, c'est une Vraiment. longue histoire d'amour. Oui. C'est grâce à elle si vous avez réussi à passer à travers toutes les étapes oui. difficiles que vous avez vécues. 54 ans ensemble, puis si on parle de nos fréquentations, ça fait 60 ans de vie à 2. Wow! Beaucoup. C'est beaucoup. Et puis là, l'important, c'est que j'ai survécu à tout ça. Ça n'a pas été facile, c'est pas facile pour les aidants, mais j'ai survécu. J'écris encore, c'est mon exutoire. Je vis encore dans ma grande maison. Mes enfants sont toujours près de moi. Puis
le temps est un grand maître. Hein, il règle bien des choses, paraît-il. Vous parlez de votre maison, vous dites dans l'ouvrage que vous habitez dans l'ouvrage depuis 35 ans. Oui. Là, ça fait un peu plus parce que l'ouvrage a été lancé... En 2000... Mais non, ça se termine en 2011. Oui, c'est ça. Mais ça fait 35 ans aujourd'hui là, que j'habite dans la même maison qu'on a achetée ensemble. Mais mes enfants étaient déjà adolescents. J'avais une autre petite maison avant. Puis des logements et des logements Oui, de c'est déménagement, ça. oui. Dont un logement que vous avez perdu parce que le propriétaire a vendu. Ben oui, il m'avait mis dehors pour mettre sa fille en haut. Ça arrivait à l'époque de perdre son logement. Aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de faire ça. Mais ils nous expulsaient parce qu'ils achetaient la maison, puis sa fille prenait le haut. Puis je me retrouvais à la rue avec 2 enfants. Puis c'était l'époque où on ne voulait pas avoir des enfants. C'était pas facile de louer. J'en ai trouvé un à Ville-de-Laval. J'ai tout expliqué ça. Mais que de sueur pour un jeune père, puis Micheline qui était jeune aussi, qui était malade à ce moment-là, qui filait pas. Ça a été des années, mais ça fait partie de la vie. Hein? Il y a le bonheur, il y a la tristesse, il y a les joies. C'est ça, une longue biographie. Ensemble pour toujours, ça veut dire ça. On a été ensemble, puis on l'est encore. Il m'arrive encore presque à tous les mois d'aller un certain dimanche porter des fleurs sur sa tombe. Ah oui? Oui. Et on apprend dans l'ouvrage que vous tenez un journal à tous les jours depuis plusieurs années. Ça a dû beaucoup vous aider pour l'écriture de l'autobiographie. Absolument, ça a été beaucoup. C'est pour ça que j'ai été le premier à décrire la maladie d'Alzheimer au quotidien. Parce que je l'ai vécu au quotidien, moi. Et avec le journal, je pouvais tout retracer ça. Et Isabelle Maréchal me disait à Montréal, mais c'est merveilleux d'avoir écrit ça au quotidien. Ça aide tellement, ça peut aider ceux qui sont les aidants, de voir ce qui s'en vient, les prochaines phases. Mais mon Dieu, elle a trouvé ça merveilleux de la façon don je l'avais fait et j'étais bien content. Oui, c'est merveilleux. C'est très touchant aussi. Oui, bien merci beaucoup, si vous le dites. Et justement, vous parlez que vous avez été aidant. On se rend compte à quel point ça a été difficile pour vous, même la santé, à un moment donné. Oui. Ah oui, c'est pas facile. On dort d'un œil. Hein? Vous savez, quand on a une personne qui souffre de cette maladie-là et qui se lève la nuit à tout bout de champ et qui veut s'enfuir, alors il faut dormir d'un œil, comme si on a un jeune enfant qui descend l'escalier. Il faut voir ce qu'il va faire. Et à 3 heures du matin, quand elle vous dit « je m'en vais à la messe », c'est pas facile, quand elle est tout habillée, de lui faire comprendre que c'est pas le temps d'aller à la messe, qui est 3 heures du matin. Alors c'est... oui. On peut avoir des cheveux blancs, j'en ai aussi. Pas rien que pour elle. Avec l'âge, mais je veux dire, ça a pris beaucoup. J'ai eu beaucoup de nuits blanches. Ça me rappelait mes années avec mes enfants quand ils étaient petits. Exactement. C'est exactement la même chose qui arrive parce que cette femme qui avait été dans les sphères, les hautes sphères d'Hydro-Québec, si brillante, si intelligente, et qu'on retrouve à un certain moment comme une petite fille de 4-5 ans à qui on prend la main et qui vous appelle papa bien souvent. Oui, parce que j'ai été son père, oui. C'est incroyable quand vous dites que vous êtes son père, puis son fils est son frère, c'est pas son fils. Parce qu'elle est trop jeune, elle n'a pas de fils. Alors, voyez-vous, tout ça, je pense que je l'ai bien expliqué. Très, très bien. J'ai passé à côté de rien. C'est à ce moment-là que je pleurais en lisant, parce que je trouvais ça touchant. Ah, bien, merci. Je n'ai pas voulu vous faire pleurer, j'ai juste voulu vous dire ce que c'était. Il y avait des moments sans doute touchants pour les autres, mais pour moi, je revivais ce que j'avais vécu. Mais je pense que ça va aider beaucoup de gens, justement, qui ont un proche qui est atteint d'Alzheimer, cette section-là. Oui. Vous savez que j'ai été invité par la Société d'Alzheimer le 21 septembre à Québec. C'était la journée mondiale. Puis après avoir lu mon livre, on m'a invité pour aller être le représentant de la maladie d'Alzheimer et faire une conférence. Et j'ai été... je suis dans la cause, là. C'est une noble cause. J'y suis allé bénévolement. C'était vraiment... J'étais vraiment content. J'ai fait ça à Québec. Ça fait pas longtemps. Et puis, ils ont dit, c'est merveilleux de... Alors, puis tous les gens qui étaient dans la salle étaient tous des aidants. Wow. Avec soit un frère, une épouse, un mari, avec la même maladie, évidemment. Et dans l'ouvrage, on apprend à quel point vous étiez un artiste dans l'âme et vous vouliez écrire, réaliser votre rêve. Oui. Et on vous suit dans la transition, les gens que vous avez rencontrés qui ont fait que vous êtes devenu un grand journaliste. Oui, vous avez ma partie de journaliste au Québec. Vous avez ma partie de journaliste à Hollywood aussi. Oui. Je suis allé rencontrer les plus grands à Hollywood. Les grandes vedettes. Oui, et après cette belle carrière de journaliste, là, je suis devenu romancier. En 1990, avec Adèle et Amélie, mon tout premier roman, que j'ai encore aujourd'hui. Qu'on vend encore autant que j'ai encore ici à mon stand. Avec tous mes romans, ils sont tous là. Et vous avez passé des années à travailler pour le Elle et lui, pour le lundi, à la direction même de l'hebdomadaire pendant des années. Bien, j'étais vaillant, hein? Je pense que j'étais pas mal vaillant. Vous faisiez beaucoup d'heures. Oui, je faisais des heures supplémentaires. Ça prenait une femme qui était prête à vous attendre à la maison. Ah oui, et puis elle
De toute façon, on avait eu des années difficiles. Hein? Oui, vraiment. Il fallait en profiter. On se rend compte à quel point, à un moment donné, vous êtes obligé d'aller vendre des canettes pour pouvoir manger. Oui, pour s'acheter un sandwich, j'ai vendu Oui. des bouteilles vides Oui, de 7-Up. Pour m'acheter un sandwich, il fallait être vraiment cassé. il faut le faire, hein? Oui, mais ça fait partie de ma vie. J'avais 26 ans, je pouvais peut-être plus l'absorber, mais quand même, après avoir été en affaires, c'était quelque chose, se retrouver devant rien avec 2 enfants en plus. Et 2 histoires aussi avec vos frères, avec la bijouterie. Oui, la bijouterie. À un certain moment, vous avez dû faire, votre frère vous a demandé, ou en fait, il vous a même obligé à faire un chèque de 5 000 pour réussir à payer les À employés. emprunter 5 000 Oui, c'est oui. ça. Oui, puis lundi, il a fermé ses portes, puis j'ai été pris à payer 5 000 pendant 10 ans. C'était long. Ah, c'est incroyable. Mais j'ai rien oublié. Rien n'a été omis. Tout est dans ma bio. Et j'ai pas voulu régler de compte. Je l'ai tout simplement glissé. Mais une autre histoire, si on peut la raconter avec votre autre frère, Oui. où à un certain moment donné, l'impôt vous revient et vous devez 5 000 à l'impôt parce qu'il a oublié de payer Il l'impôt. ne payait pas l'impôt. Il faisait nos chèques. Il n'enlevait pas l'impôt. Alors, ils nous sont revenus un autre 5 000 Puis dans ce temps-là, 5 000 C'était beaucoup de sous. c'était long à remettre. Ça prenait du temps. Hein? C'était un autre 10 par semaine pendant je ne sais pas combien de semaines. On a passé à travers tout ça. Et je leur ai pardonné. Je leur en ai voulu. Puis après ça, je dis, bon, bien. Vous êtes bon. Ben, écoutez, je veux pas. Ils sont partis tous les deux aujourd'hui, puis j'ai pas voulu tenir rancune. Je me suis rapproché d'eux. Je trouvais que c'était pas. J'ai essayé de dire que c'était pas de leur faute, et puis bon, on s'est arrangé comme ça. Puis le bon Dieu s'occupe du reste. Il y a la maladie aussi qui est arrivée à plusieurs reprises dans votre Oui, ouvrage, dont oui. votre garçon Michel. Mon fils Michel, qui était Avec- diabétique, qui a été greffé d'un rein, oui. Ça n'a pas été facile, sa maladie. Il y avait moi aussi, à travers tout ça, j'ai subi un quadruple pontage, en même temps que ma femme était malade. Alors, j'ai pas eu des années roses, là, je vous jure. Mais l'important, c'est de faire ça avec respect, de vivre tout ça, surtout pour l'autre, avec respect, avec amour, puis de survivre à tout ça. Voyez-vous, je suis encore là. Ben oui, Je suis un un increvable. survivant. Je suis un increvable. Et je veux qu'on parle un peu de vous en tant que romancier, parce que dès que vous sortez un ouvrage, ça Oui. se vend à des dizaines de milliers d'exemplaires Ah à oui. chaque fois. Vos fans sont toujours là pour vous suivre. C'est Oui. toujours des immenses succès. Bien là, je suis rendu, Amélie, à 1 200 000 exemplaires de mes romans Wow. vendus. La Veuve du boulanger est un gros succès, mon dernier roman. Et j'en ai d'autres en préparation. Mais tous mes romans ont eu un bon succès. J'ai été vraiment ravi, surpris et ravi de l'accueil du public. Je le disais hier à Saint-David de Falardeau, où je suis allé pour donner une conférence, à quel point je remerciais les gens. Sans les lecteurs, il n'y a pas d'auteur. Hein? Et j'ai été favorisé d'avoir été aimé comme je l'ai été. À travers tout ça, ça a été un beau cadeau du ciel. L'inspiration, vous la prenez où à chaque fois? L'inspiration, c'est pas difficile, l'inspiration. Ça tombe assez rapidement. Ce qu'il faut avoir pour un auteur, surtout quand on écrit des briques de 500 pages, c'est de l'imagination. On a beau avoir la laine, mais il faut faire le tricot, hein? Oui. Et puis, il faut aller juste... Vous dites, vous avez la première page, la dernière page, le titre, mais il faut tout mettre ça ensemble pendant 450 ou 500 pages. Mais j'ai réussi à faire ça. J'ai beaucoup d'imagination, elle est fertile, et ça, c'est ça le cadeau qu'un auteur peut avoir. Parce que l'inspiration, vous avez juste à penser à votre grand-mère, puis ça va vous inspirer une histoire. C'est plus facile. C'est pas l'inspiration comme l'imagination qui est le cadeau. Mais est-ce que c'est dur de se renouveler à chaque fois avec la quantité d'ouvrages que vous écrivez? Oui, bien, pas pour moi, mais ça doit être difficile. Pour les gens, ça paraît difficile. Et je change quand je pars d'un roman comme Monsieur et Madame Jean-Baptiste Drouet pour tomber avec 4 jours de pluie, qui est complètement différent. Parce que mes romans, c'est pas des Barbara Cartland, c'est pas des romans d'amour qui se suivent. Là. C'est vraiment un sujet, un thème différent à chaque fois. Et ça me plaît. Et ça plaît aux gens de voir que je peux vraiment partir d'un sujet, tomber dans un autre complètement différent et qu'ils aiment tout autant. Ils aiment le style, me disent-ils. Bien, merci, M. Monette, de cette Merci. belle rencontre. Alors, Daniel Grenier a une maîtrise sur le mythe du grand roman américain, doctorat sur les figures du romancier dans la fiction américaine du 19e et du 20e siècle. Bonjour, Daniel, vous allez bien? Oui, ça va bien. Toi? Premier roman, oui, ça va très bien. Et je veux qu'on parle de cet ouvrage-là qui se promène dans plein de villes, de Chattanooga à Sainte-Anne-des-Monts, de Montréal à Philadelphie, en passant par New York.
Oui, oui. Et j'aimerais ça vous demander, en commençant, de me raconter un peu cette histoire-là, parce que c'est un peu complexe à raconter. Et quand on s'est rencontrés il y a à peine quelques semaines, vous me disiez qu'il fallait pas trop qu'on vende de punch. Ben non, alors, je veux pas être la personne qui va vendre des punchs. C'est pas un livre à punch en tant que tel, mais disons que c'est un livre qui se découvre bien Oui, c'est à ça. mesure. C'est une histoire qui tourne autour d'une première phrase, en fait, qui m'a traversé l'esprit. C'était Thomas Langlois n'existait pas 3 années sur 4. Donc, 3 années sur 4, si on n'existe pas, ça donne l'année la plus longue, ça donne l'année bissextile. Donc, c'est un roman qui tourne autour de la date du 29 février, qui serait peut-être une date magique dans mon imagination, c'en est une. Donc, je me suis amusé à créer un personnage, en fait, qui aurait peut-être eu la chance ou la malchance de naître le 29 février dans une espèce de trou temporel qui fait que son corps, son métabolisme, littéralement, est ralenti. Et donc, il traverse les époques comme ça. On appelle ça un leaper. Donc, un leaper de l'anglais leap year, l'année bissextile en anglais. C'est un roman c'est un roman américain. Hein. Donc, les personnages s'expriment en anglais. Il y a quelques expressions anglaises comme ça qui reviennent. C'est des personnages québécois et américains. Donc, c'est une histoire, comme je te disais, qui tourne autour du 29 février. Donc, il y a des aspects fantastiques, des aspects très, très réalistes aussi, mais ça se promène à la fois dans les époques et à travers la géographie américaine. Et ça suit comme ça la chaîne de montagnes des Appalaches. C'est très Chattanooga au Tennessee, New York, Québec. C'est beaucoup la côte Est, là, avec la chaîne de montagnes comme ça. Au départ, ça a failli s'appeler Appalaches. Ça a failli s'appeler Appalaches, effectivement. C'était mon idée de départ. J'avais envie de faire un roman qui tournait autour de la chaîne de montagnes, un roman très, très géographique. Puis finalement, en pensant à la chaîne de montagnes, c'est devenu un roman sur le temps, sur l'éternité, des questionnements sur ces questions-là, en fait, parce que finalement, la chaîne de montagnes, c'est aussi le temps géologique, le temps des montagnes, la lenteur comparée à une vie humaine. Donc, moi, je me suis mis à me poser des questions à propos de ça. Quelle est la différence entre une vie humaine normale, comme la nôtre, la vie humaine de Aimé, mon personnage, qui est très étendu. Et à côté de ça, on a le temps des Amérindiens, on a le temps des montagnes, justement, qui devient le temps géologique, le temps de la planète au complet. Donc, oui, il y a beaucoup de... C'est un roman qui tourne autour de ces questions-là, de ces symboles-là, de ces thèmes-là, si tu veux. Justement, le personnage Aimé, qui est un leaper, qui est né en 1760. Oui, je l'ai fait naître en 1760, juste après la conquête, là, à Québec. Bien, c'est ça, justement, grâce à Aimé, on va se promener de la conquête anglaise jusqu'à la guerre civile américaine en passant par la rébellion des Patriotes. Ouais. Parce qu'il va mourir en 2014, en fait, là. Ben, en fait, je sais pas si on va révéler exactement quand est-ce qu'il meurt. OK. C'est un détail qui est peut-être pas 2014. OK. Donc, on va garder ça, on va garder bon. ça secret On va parce laisser que, ça en parce que suspens. on sait pas si Aimé meurt. Oui, c'est ça, hein? Moi, j'ai envie de te dire non. OK, c'est bon. Mais bref, oui, il se promène comme ça parce qu'il y a, lui, son corps étant ralenti, il vit plusieurs vies différentes. Et il se retrouve... Il est témoin de plein de trucs. Oui, oui, tout à fait. Puis il est aussi un peu à la Forrest Gump, si on veut. Aimé est aussi un personnage qui est souvent au bon endroit, au bon moment, tu sais, pour rencontrer des personnages intéressants, des personnages historiques qui peuvent faire une différence. Moi, je m'en suis servi beaucoup de cet aspect-là pour m'amuser avec mes influences littéraires. Il y a beaucoup d'hommages. C'est un livre qui est fait de clins d'œil, d'hommages. Moi, j'appelle ça personnellement des remixes, dans le sens où on s'amuse avec les livres qui nous ont plu, puis on s'amuse à les déformer, à les réécrire, à leur rendre hommage. Des rencontres surnaturelles aussi entre certains personnages d'ouvrages qui rencontrent vos personnages. Oui. Moi, je suis allé jusqu'à demander la permission à certains écrivains de ma génération, des écrivains québécois, leur demander la permission de leur emprunter certains personnages pour les faire revivre dans mes pages, parce que je trouve ça absolument fascinant, puis j'ai l'impression que c'est comme ça que la littérature vit, la littérature québécoise, mais aussi la littérature internationale. Tu sais, il y a un petit caméo, par exemple, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent La Croisée des mondes, Philip Pullman. Ça a été un film avec Nicole Kidman à l'époque. Dans ce film-là, c'est un beau film de science-fiction considéré comme c'est des livres pour enfants, si on veut, la littérature jeunesse. Mais Philip Pullman s'est amusé à inventer une boussole particulière qu'il appelle l'alléthiomètre, qui est une boussole à quatre aiguilles qui donne la vérité.
Moi, je me suis amusé à reprendre Cette boussole-là? la laitiomètre. Je l'ai mis dans mon livre. Évidemment, je n'ai pas demandé la permission à Philippe Pullman, mais je trouve ça intéressant de le faire dans le sens où lui-même, quand on lisait ses livres à l'époque, il y avait toujours des avant-propos où il aimait beaucoup parler de ses influences puis dire « ça, j'ai emprunté ça à lui, ça, j'ai emprunté ça à elle, ça, c'est... » Pensez pas que c'est moi qui ai inventé ça, là. Ça vient de l'Odyssée, par exemple, ça vient de Shakespeare, ça vient de... On est tous un peu dans cette game-là, si on veut, d'après moi, les écrivains, là. De penser qu'on sort de nulle part, c'est un petit peu un mythe, là. Donc, c'est le fun de rendre hommage, si on veut, à ces lectures-là qui nous ont marqués, là. Et je disais aussi qu'un des points de départ de l'ouvrage, c'est l'auteur américain Stephen Crane qui avait écrit en 1895 La conquête du courage. La conquête du courage. Sur la guerre civile. C'est un roman qui m'a... Un tout petit roman, hein? C'est à peine 150 pages de Red Badge of Courage, publié en 1895. Et c'est un roman qui est très intéressant parce que c'est considéré comme le premier roman de guerre moderne. La première fois où un écrivain... premièrement, la première fois où un écrivain écrivait un roman sur la guerre civile américaine et n'avait pas combattu lui-même. Il avait à peine 20 ans quand il a écrit ça. Donc, ça a étonné beaucoup de gens, le traitement très, très réaliste de l'effort de guerre. C'est la première fois qu'un romancier s'attardait à décrire la peur, la lâcheté, la guerre du point de vue du simple soldat et non pas de l'espèce de machine de guerre, le héros mythique et tout. Et ça a frappé beaucoup de monde, même jusqu'à un certain point aux États-Unis à l'époque, il y avait des vieux colonels qui faisaient des coming out, qui disaient « Moi, j'étais dans le même bataillon que M. Crane », alors que le petit bonhomme avait à peine 20 ans, puis ça, il était pas né du tout quand la guerre civile a eu lieu. Ça pour dire que moi, encore une fois, pour revenir à cette idée de dommage et de clin d'œil, un des moteurs d'écriture au départ, c'était de me dire dans ma tête, ça serait intéressant de créer un personnage qui, au lieu d'être influencé par Crane, comme moi je le suis, va devenir lui-même l'influence de Stephen Crane en 1893, un petit peu avant l'écriture de son roman, pour lui permettre d'écrire ce roman-là. Donc, Crane est à Philadelphie à ce moment-là, dans mon roman, et fait un appel aux vétérans. Il a besoin de témoignages parce qu'il veut que son roman soit très réaliste. Et c'est mon personnage aimé qui se présente à sa porte. Et là, ils ont une longue conversation philosophique sur la guerre, sur la peur, comme je disais. Et donc là, on sent l'ambiance. Et les gens qui vont aller lire, après avoir lu L'année la plus longue, les gens qui vont aller lire La conquête du courage vont sentir cette ambiance-là, l'échange qui se passe entre les deux univers, là. Et dans l'ouvrage, on a Albert Langlois qui est vraiment obsédé par son ancêtre Aimé. En fait, c'est ça. Au départ, c'est une histoire contemporaine dans le sens où le premier personnage qu'on rencontre, c'est Thomas, qui lui aussi est né le 29 février, Thomas Langlois, et qui se révèle être un petit bonhomme ordinaire. Bon, on s'entend en façon de parler, c'est-à-dire qu'il vieillit de façon ordinaire, de façon naturelle. Et son père à Thomas, Albert Langlois, c'est lui qui fait le lien entre tout ça. C'est que c'est lui qui est absolument obsédé par cet ancêtre qui aurait existé dans sa famille. On se demande même s'il n'aurait pas provoqué pour que l'enfant naisse le 29 février. On va jusqu'à se demander si, effectivement, Albert n'aurait pas tout planifié pour que pour que la grossesse de sa femme soit concorde avec les dates. Tout ça pour dire que Albert fait le lien entre Thomas, 29 février, leaper ordinaire, avec un petit L, si on veut, et Aimé, qui est le leaper originel, le leaper véritable, qui aurait des pouvoirs. Mais on parle de pouvoir, je disais chance ou malchance tout à l'heure, c'est pas clair, hein, dans le sens où Aimé, c'est aussi quelqu'un qui est prisonnier de ce destin-là, qui est extraordinaire, prisonnier en ayant une vie à la fois longue et palpitante, mais très, très... comment on pourrait dire ça? C'est pas ennuyant, parce que le roman est pas ennuyant en tant que tel, mais on s'imagine qu'est-ce que c'est de vivre pendant 300 ans. Ben, c'est ça. C'est extrêmement long, donc il refuse aussi à un certain moment, Aimé, consciemment, de se considérer comme un être d'exception, parce qu'il sait que, fondamentalement, dans sa psychologie, et non pas dans son destin, il est quelqu'un d'ordinaire. Il est un homme ordinaire qui a eu les mêmes défauts que les autres, qui a abandonné des gens importants, qui n'a jamais eu vraiment de relation... d'amitié profonde ou d'amour profond avec quelqu'un. Et voilà, donc il se retrouve un peu prisonnier de cette espèce de destin extraordinaire auquel on rêve pas. L'immortalité, c'est un sujet sans fin, hein, par définition. Est-ce que vraiment on veut être immortel? Et là, c'est sans parler du destin de Thomas, finalement.
auquel on revient Oui, après plus la tard troisième dans partie. l'ouvrage. Et c'est ça qu'il faut... En fait, c'est Mais il surtout faut pas ça vendre ce punch-là. dont il ne faut pas parler parce que Thomas se révèle être un être assez extraordinaire lui aussi, mais dans À sa un façon. tout autre sens. Ouais, c'est ça. Et un peu grâce à Aimé Oui. par la bande. Et ce que je trouvais intéressant aussi dans l'ouvrage, c'est qu'on parle des tensions raciales. Avec la petite fille qui va vivre un accident, Il y a beaucoup de un sujets. peu en raison de Thomas. Oui, ben c'est ça. Ben, c'est-à-dire que Thomas se retrouve dans une situation désastreuse, en fait, où en étant de plus en plus ami avec une jeune femme noire d'un quartier pauvre de Chattanooga, il est en train de développer une relation amoureuse avec elle tranquillement. Et là, il y a un événement absolument fondateur dans sa vie et qui va chambouler son existence. Il se retrouve à marcher derrière une bande de petites filles qui se racontent des histoires. Et là, il fait faire un saut par derrière parce qu'il est tellement heureux ce matin-là. Il pense pas vraiment à ce qu'il fait. Il a envie de rentrer dans l'histoire des gamines, puis il lui fait faire un saut par en arrière. La petite fille a peur et elle se retrouve dans la rue, puis elle se fait frapper par une voiture. On se demande qu'est-ce qu'il faisait là, lui, en tant que blanc de À Chattanooga. partir de ce moment-là, c'est ça, à partir de cette seconde-là, Thomas redevient un blanc dans un univers noir. Et là, il y a une réflexion, effectivement, qui s'amorce dans le roman sur les tensions raciales aux États-Unis. Comment ça se fait que ce jeune homme-là se retrouvait dans ce quartier-là? Pourquoi un jeune homme blanc vient encore une fois... Pourquoi un jeune homme blanc vient encore une fois semer le trouble dans un quartier noir, etc. Donc, et Thomas vit à ce moment-là avec son grand-père, Wright, qui lui-même est un pasteur méthodiste aux antécédents assez racistes, sudistes américains. Donc là, les tensions vont se développer et tout. Et Thomas va être obligé de se sauver. Et là, ça déclenche encore une fois une autre... C'est ça, c'est des thèmes qui sont abordés dans le roman, qui sont, d'après moi, qui sont en filigrane, mais qui sont très importants. Même, de la même façon, le rapport aux Amérindiens. Oui, c'est ça, la déportation et tout ça. La déportation des Amérindiens. Le roman s'ouvre sur une bataille d'Indiens en plein chemin des larmes, la déportation des Cherokees en 1838. Donc, c'est un événement qui est à la fois très, très important historiquement aux États-Unis, mais que je traite délibérément comme une simple... un convoi qui passe. Et là, Aimé, le personnage, est comme témoin d'une bataille entre deux Amérindiens qui sont en train de s'entretuer pour un bout de pain. Et là, le chapitre se termine un peu. C'est-à-dire que le roman fonctionne beaucoup comme ça, en abordant ces sujets-là, comme pour montrer à quel point... Je sais pas si ça va être clair, qu'est-ce que je vais dire là, mais c'est comme si le roman essayait de montrer à quel point il aurait dû lui-même les aborder mieux. C'est-à-dire que c'est des sujets qu'on a tendance à délaisser C'est vrai. quand on écrit des sagas historiques et tout. Et là, je suis pas un spécialiste des Amérindiens non plus. J'ai pas la prétention d'écrire sur les Amérindiens de cette façon-là. Pour moi, c'était une façon de les aborder comme ça. Même chose, on pourrait dire que c'est un roman d'hommes. Les femmes sont des personnages secondaires. Très secondaires, oui. Mais c'est des personnages importants. C'est des personnages fondateurs. C'est des personnages qui vont changer la vie des hommes qu'ils rencontrent, etc. Donc, c'est la même chose pour les autres sujets qui traitent des minorités à l'intérieur du roman. L'année la plus longue. Merci beaucoup. Merci à toi, Amélie.